Sans concession démarre l'année 2022 par deux émissions spéciales frein. La première aujourd'hui est consacrée à la route, au freinage quotidien, à l'entretien, aux points à surveiller et au liquide de frein. Prochainement, la seconde émission sera axée sur le freinage en course avec des visites au CERT, team victorieux en 2021 en EWC sur sa Suzuki Yoshimura Motul et son système de freinage spécifique à l'endurance et au superbike. Chez le team Tech 3, nous découvrirons les fameux freins carbone en MotoGP. Nous recevrons Christelle de chez Brembo avec des pièces magnifiques, très techniques, réservées à la course. Enfin, Grégory Leblanc, recordman des victoires aux 24 heures du Mans, nous parlera de son expérience de freinage en compétition. Allez, on démarre tout de suite par la première partie et nos freinages sur route. Bonjour et bienvenue dans Sans Concession et avant toute chose, bien évidemment, meilleurs vœux et bonne année. Bonne année Pascal. Merci Eric, bonne année à toi et bonne année à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une émission un peu spécifique, on va parler de frein, le système de freinage, qu'est-ce que ça comporte, comment on l'entretient, comment on le vérifie, comment on freine. Et ça, tu es allé rencontrer Philippe Monneret. Philippe Monneret qui apprend à tout le monde comment freiner avec un deux roues, puisque c'est éliminatoire sur le permis. Et puis on va aborder aussi, Pascal, un point très important, le liquide de frein, et on aura l'occasion de discuter avec un ingénieur de chez Motul. Tout à fait, un ingénieur va nous rejoindre, va nous expliquer et donner du crédit aux propos, parce que le liquide de frein c'est tellement important, c'est un tel organe de sécurité pour un deux roues qui en a très peu autour de lui, donc le frein c'est primordial, il faut que ce soit en bon état. Alors, vous l'avez compris, Sans Concession 2022, ça commence aujourd'hui chez Japoto. Pascal, on est parti, on y va? Allons-y. Voilà, nous sommes donc au cœur de la concession Japoto, avenue de la Grande Armée. Et j'ai le plaisir de recevoir Christophe, le chef d'atelier de la concession donc Japoto, je le disais. Bonjour Christophe, meilleurs vœux également. Bonjour et bonne année. Bon, parfait. Japoto, un nom qui résonne évidemment dans Paris. Ça fait combien de temps que la concession existe? La concession actuellement elle est implantée depuis 55 ans. Ici même? Ici même. Donc ça fait un bout de temps que nous sommes sur l'avenue de la Grande Armée. D'accord. Bon. Une adresse bien connue, Pascal. Ah, très très connue. jeune, je venais déjà regarder la vitrine. D'accord. On ne dira pas, mais c'était déjà au siècle dernier. Voilà. Alors, donc vous le savez, le thème de l'émission, c'est le freinage. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, si l'on peut dire comme ça. Alors Christophe, chef d'atelier, on le voit derrière nous, il y a Fabien qui opère là sur un scooter. Le freinage, pour schématiser, pour vulgariser, c'est quoi sur une moto? Alors on va schématiser un petit peu, c'est plaquettes de frein, les disques avant-arrière maintenant. Et on va rentrer un peu plus dans le technique, peut-être, c'est les modulateurs d'ABS qui sont arrivés depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Alors aujourd'hui, comme tu viens de le dire, donc il y a l'ABS qui s'est généralisé, qui est même obligatoire, hein, si je ne dis pas de bêtises sur les motos. Oui, sur toutes les motos. Est-ce que c'est un point d'importance pour le client lorsqu'il vient chez vous, par exemple? Dans le passé, on le disait, on savait qu'il y avait des motos qui étaient très performantes sur le freinage, d'autres qui freinaient un peu moins bien. Aujourd'hui, est-ce que c'est un point impactant? Maintenant, les gens vivent avec l'ABS. Aujourd'hui, ils n'achèteraient pas une moto sans ABS. Même pour ceux on va dire, qui sont de génération récente, vivent avec l'ABS. Pascal, Christophe disait il pourrait conduire sans ABS. C'est vrai qu'au niveau du freinage, il y a eu une évolution. Alors, on ne va pas revenir au système à patins, mais les tambours, les cams, etc. C'est toute une époque, c'est tout un charme aussi. Ouais, tout à fait. On a connu les simples cams, les doubles cams, l'étalonnage des garnitures de frein. On a connu tous ces gestes qui ont été pratiqués dans les ateliers pour faire en sorte que le système de frein fonctionne. Mais pour nous, effectivement, l'évolution avec les systèmes hydrauliques nous ont permis d'évoluer aussi dans ce domaine de manière assez considérable. Oui, ça a été un nouveau marché pour vous en fait. Complètement, parce qu'effectivement, à l'époque, c'était un câble avec une poignée. Aujourd'hui, effectivement, on a un mètre cylindre, on a un étrier, on a du liquide qui fait la navette entre le guidon et le disque de frein. Et effectivement, l'évolution, aussi pour le lubrifiant, a suivi l'évolution du frein. Et je ne parle même pas encore des ABS et du traction control qui aujourd'hui ont pris une position sur les motos de série qui est considérable.
Christophe, on le disait, le freinage, c'est de la technique. On a vu chez Honda des techniques de frein arriver différentes, le dual brake CBS, oui, qui existait sur la CBR 1000F. Alors c'était quoi? C'était un freinage couplé? C'était un freinage couplé, c'est-à-dire qu'il y avait une répartition de freinage qui était fait sur l'avant quand on freinait de l'arrière et un vice-versa quand on freinait de l'avant, ça envoyait de la pression hydraulique à l'arrière. C'était des 70-30% en général qui étaient transmis soit à l'avant, soit à l'arrière, si on touchait à la pédale de frein arrière ou si on touchait à la pédale de frein avant. Alors, au levier de frein avant. Aujourd'hui, on va dire qu'aucune moto ne freine mal. C'est sur ce genre de technologie qu'aujourd'hui les produits vont évoluer, les motos vont évoluer, c'est-à-dire ramener encore, j'allais dire, et toujours de l'assistance encore et encore. Ouais, il y en a de c'est plus en comme plus. Ça qu'on va gagner en confort et en agrément. De l'assistance et de la précision. Parce que même les durites de frein, malgré les durites de frein, ont évolué et ont amené de la précision au freinage. Beaucoup comment dirais-je, de dureté, de fonctionnalité aussi dans le système de freinage. Les modulateurs d'ABS qu'on a maintenant ont évolué. Avant, on avait des gros modulateurs d'ABS, maintenant ils sont de plus en plus petits, de plus en plus compressés, de plus en plus précis. Donc tout ça, ça apporte du confort au client. Pascal, on sait que tu roules énormément à moto. Je ne sais pas combien tu fais kilomètres, mais plus de 50 000 par an, je pense. À peu près, un peu plus. Ça aussi, c'est un confort que tu as perçu dans l'agrément du freinage. Christophe parlait des gros modules au début. On se rappelle que sur les premières, c'est les BMW qui avaient amené le freinage ABS, où on sentait la poignée qui rebondissait, etc. Toi, c'est ce que tu fais toute l'année. Tu l'as vraiment ressenti, cette évolution aussi? Complètement. On a tous, pendant très longtemps, regardez ce que faisaient les compétiteurs et sur nos motos de série, souvent, il y avait un mot qui revenait souvent, c'est « tiens, je vais mettre des durites aviation ». Comme si les durites avaient un lien avec forcément l'aviation. Donc on changeait pour trouver toujours de la performance. Aujourd'hui, lorsqu'on achète une machine de série, moi qui roule beaucoup, avec des motos qui sont relativement lourdes, quelquefois même chargées avec les bagages et autres, je n'ai plus aucun souci sur la partie freinage. Je ne me pose pas la question. Je sais que mes motos, toutes celles que j'utilise, elles freinent de manière remarquable. Et ce qui me permet quelquefois d'avoir tout ce confort, que ce soit en montagne, que ce soit sur le plat, que ce soit quand il fait très chaud l'été ou même l'hiver, quand il fait froid. J'ai vraiment aucun souci dans ce domaine. Les étriers ont évolué aussi. Oui. Beaucoup les étriers de frein ont évolué. Avant, on avait des doubles pistons ou simples pistons. Maintenant, c'est souvent des 4 pistons qui sont amenés sur des motos. Donc tout ça, il faut évoluer le freinage dans le bon sens. Bon alors Christophe et Pascal, moi ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de présentation du freinage en général, eh bien c'est d'aller retrouver en ta compagnie, Pascal, Philippe Monneret, pour les conseils qu'il prodigue à ses élèves sur sa piste de moto-école du côté de Meudon. Parce que, bien, vous le savez, lors de l'examen du permis de conduire, eh bien, si vous ratez votre exercice de freinage, eh bien, vous êtes recalé. Donc on écoute tout de suite les conseils prodigués par Philippe Monneret et son instructeur. Philippe, merci de nous recevoir à l'école Easy Monneret. La question qu'on va se poser, on a vu dans l'émission, tout au long de l'émission, les différents systèmes de freinage. Maintenant, aujourd'hui, toi, je crois que tu as déjà freiné tard, il paraît. Hein. Ouais, trop tard. Ça t'est déjà arrivé de freiner tard et voir passer limites. Bah, c'est un peu le concept sur circuit, hein, qu'on essaie toujours de repousser la limite. La limite. Donc cette limite, tu la repousses, tu as entre les mains des jeunes, des moins jeunes. Comment tu perçois le freinage et l'évolution du freinage aujourd'hui? Alors si on remonte à très longtemps, à l'époque de mon père par exemple, à l'époque les freins c'était des freins tambour. Quand ils étaient froids, ils bloquaient et quand ils étaient chauds, ils freinaient plus. Donc c'était ça la difficulté. Donc il y avait un concept pour ceux qui roulaient sur la route, on leur disait surtout, c'est un peu comme le vélo, ne touche pas au frein avant. Comme ça réduisait les problèmes. Alors qu'on sait que c'est le frein avant, le frein principal. Mais tout ça, il faut que ça aille avec. Le freinage, ça s'accompagne d'un bon pneumatique, d'une bonne fourche, donc de bonne huile dans la fourche. C'est un ensemble. Hein. C'est ça qui a permis à faire évoluer le freinage. C'est tout l'avant de la moto. Imagine, tu as une moto sans ABS à l'ancienne. Voilà, si tu bloques ta roue avant, le fait d'avoir bien verrouillé tes bras, tu vas augmenter fortement le risque de bloquer, de perdre l'adhérence en ligne et d'avoir le temps, je l'espère, de relâcher ton frein tout de suite.
c'est parti. Pour la moto, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'ABS. Et l'ABS, dans la tête des gens, c'est l'autorisation de ne pas savoir freiner techniquement. Alors que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux gens quand ils apprennent à conduire une moto? Je dirais que ce qui est important au début, c'est le regard. Ils ont un problème de regard, déjà, d'équilibre, de regard, de prise d'angle, de ce qu'on peut faire ou pas faire. C'est-à-dire qu'ils vont freiner à peu près pareil si c'est mouillé ou si c'est sec. Ils ne se rendent pas compte de ça. Hein, parce qu'un pneu de moto, c'est ça. Donc si on va sur une ligne blanche, on n'a pas 3 autres pneus qui sont ailleurs. Hein. On a la roue avant qui part. Tends bien tes bras quand tu freines. Le menton relevé, le regard lointain. Quand tu freines, tends bien tes bras. Coupé, verrouillé. Alors avant de se retrouver avec un de tes instructeurs pour la partie, je dirais, théorique mais aussi pratique, est-ce que tu as une anecdote sur le frein, le freinage ou... Une anecdote qui se finit bien? Qui se finit bien. Oui, ben, un jour, je me rappelle, j'ai perdu une plaquette de frein. Donc quand tu perds une plaquette de frein, que tu arrives au bout et que tu freines et il n'y a rien, donc chute terrible, et donc, je tombe, bon, rien, mais un peu sonné quand même, hein, dans le bac à gravier, tapé dans le truc au fond, la moto. Et je m'enlève et je vais voir mon mécano que j'adorais. Je ne vais pas dire son nom, mais c'était un mécano de légende de la course. Il était mécano de Michel Rougerie, etc. Mais bon, voilà. Il était... il pleurait quand même un peu, parce qu'on était assez comme ça avec Bernard. Bernard, qui était excellent. Alors après, il avait son atelier, je faisais « Allô, bonjour ». Voilà. Est-ce que vous vous occupez du système de freinage? Il faisait putain ta gueule et il me raccroche au nez. Je lui ai fait pendant 20 ans. Voilà. Édouard, bonjour. Bonjour. Quels sont les gestes et les premiers gestes que tu as avec un élève? Alors, ce qu'on dit déjà toujours aux élèves, c'est globalement quand on conduit, on est détendu. Et le seul moment où on va se rendre rigide sur la moto, c'est pendant le freinage. On va venir, en fait, pendant le freinage, bien tendre les bras. Okay. Ça, c'est une des choses les plus importantes parce que maintenant, évidemment, il y a l'ABS. Donc, on a moins le problème de blocage de roue. Mais avant, un élève qui ne tendait pas ses bras va se retrouver très vite par terre. Ah oui. Okay. Donc ça, c'est une des premières choses. On a aussi, évidemment, la décélération. Alors, les élèves arrivent à accélérer et au moment où ils vont freiner, il faut à tout prix aller décélérer, pousser l'accélérateur vers l'avant avant d'aller prendre son levier de frein. Je pense que c'est pas évident pour tout le monde et il y a une certaine appréhension à vouloir aller mettre un peu de puissance dans le freinage, comme s'ils avaient peur de ce blocage de roue. De temps en temps, ils ne se rendent pas bien compte en fait que quand on freine d'une certaine manière, on peut avoir finalement beaucoup d'adhérence et une décélération qui est très importante. Donc on essaye en fait de leur faire comprendre qu'il y a un dosage au niveau du freinage, au niveau du levier de frein, mais aussi il y a un travail qui doit se faire au niveau de la fourche. Faut laisser le temps à la fourche, à l'avant de travailler un petit peu. On peut dire que on freine, alors si on veut s'arrêter évidemment on va freiner très fort et après quand on rentre en virage, on va relâcher tranquillement ses freins avant de rentrer dans le virage au lieu de lâcher d'un coup les freins, ce qui pourrait avoir un impact sur la fourche à l'avant qui remonte d'un coup et finalement c'est plus du tout ce qu'on cherche parce qu'une moto qui est sur l'avant sur les freins est assez facile à tourner. Par contre, il faut comprendre qu'on ne peut pas freiner avec la même intensité quand on est parfaitement droit et quand on commence à mettre un petit peu droit. Quand on est sur une route mouillée ou quand il pleut ou lorsqu'il y a des conditions climatiques qui sont pas faciles, comment les gens appréhendent ce fameux freinage? Alors nous, en formation, on explique qu'il y a 2 conditions où il faut être beaucoup plus vigilant. C'est quand il fait très froid et la deuxième condition, c'est quand c'est mouillé. Et voilà. Et face à ces 2 conditions-là, la prise de frein n'est pas du tout la même. On dit qu'il faut être beaucoup plus vigilant et on peut aller mettre de l'intensité quand on est en ligne droite, c'est pas un souci. Mais par contre, ça doit se faire beaucoup plus graduellement pour aller chercher la puissance de freinage. Voilà donc pour ce sujet en compagnie de Philippe Monneret, l'inérable Philippe Monneret. Alors Pascal et Christophe, ce qu'on vient de voir là dans le sujet, si on vous met sur une piste d'essai pour une simulation d'examen, vous vous sentez comment au freinage? Alors, je pense que j'utiliserai Uber, donc j'arrêterai peut-être la moto parce que je serai recalé peut-être. Ouais.
Christophe, tu te Ouais, sens... je pense que je serais moins sûr qu'avant. Hein. Ouais. J'aurais des petits problèmes. Je pense que ça se passerait moins bien. Bon. Alors, maintenant, on va aborder un autre chapitre. C'est celui de l'entretien. Parce que s'il y a bien un élément de sécurité à moto, c'est bien le système de freinage. Donc, Christophe, quels sont les conseils, on va dire, pour être sûr que notre système de freinage est toujours vraiment au top de sa forme et opérationnel? Alors, je vais faire un truc d'auto-école, mais on manipule toujours ses freins avant de prendre une moto. En général, c'est ce qui se passe souvent. Après, je dirais, c'est pas trop au client de s'en occuper, à part que quand il est négligent sur certains points ou oublie d'un antivol, où ça peut me desserrer souvent des durites. Mais sinon, c'est le seul conseil que je pourrais donner en premier, c'est de manipuler sa moto quand on la prend le matin, quoi. Et je te coupe parce que justement, tu viens de me faire penser à un truc. Les blocs 10, c'est pas un fléau, ça, pour les étriers? Si, les blocs disques, ça porte bien son nom. On parle des antivols en général, je ne veux pas dire les blocs disques particuliers. Non, mais... Ouais. Non, c'est pas une marque, pas du tout. C'est juste que beaucoup de clients oublient leur antivol sur les roues et ça, c'est une catastrophe. D'ailleurs, il n'y a pas que les freins qui en prennent. Il y a les amortisseurs arrière, entre autres pour les scooters. Enfin, c'est tout un enchaînement. Mais oui, effectivement, oui, ça en fait partie. Les blocs disques, voiler un disque de frein, c'est fréquent chez nous. On le voit, hein, c'est pas anodin. Mais pour le client, en général, s'il fait son entretien correctement, il n'y a pas de souci particulier. Il n'a rien à surveiller. Il y a des remplacements de liquides périodiques où, on va dire, quand des liquides sont un peu noircis ou chargés en humidité. Donc là, on intervient. Mais sinon, lui en lui-même, à part l'état des plaquettes, mais on n'a pas comme en voiture, de voyant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester ici dans le cœur de l'atelier, Christophe, Pascal, parce que juste avant l'émission, eh bien, on a tourné un petit sujet technique avec un des mécaniciens de la concession Japoto et il va vous expliquer concrètement eh bien, les points à surveiller sur votre système de freinage. Voilà, nous sommes avec Fabien au cœur de l'atelier de Japoto. Fabien, la question est toute simple. Je suis le propriétaire de ce scooter. Que dois-je vérifier pour être sûr que mon système de freinage est opérationnel à 100% et que je suis en sécurité? Donc déjà, dans un premier temps, quand on monte sur une machine, effectivement, on peut contrôler déjà ne serait-ce que la dureté des leviers, effectivement, voir s'il n'y a pas une perte de pression, etc. Après, effectivement, sur les machines qu'on a aujourd'hui, on a de toute façon des niveaux de liquide de frein. Donc c'est-à-dire qu'en général, le liquide est assez haut, parce que le liquide compense la différence de l'usure des plaquettes de frein. Donc en général, quand on voit que le liquide est bas, c'est qu'en général, on a des chances, à part si problème auxiliaire, c'est-à-dire une durite de frein qui fuit ou un raccord banjo voilà, qui peut être défectueux. Donc en général, au premier abord, on le sent effectivement. La poignée devient extrêmement molle ou n'est pas vraiment dure. Donc dans un second temps, le contrôle des plaquettes. Voilà, effectivement. On peut regarder un petit contrôle visuel, donc c'est-à-dire par ici en l'occurrence. Par ici, hein, par là. Voilà, d'accord. on peut regarder par ici ou par en dessous en fonction de l'étrier qu'on est amené à avoir sur sa machine. Donc en l'occurrence, là, on va regarder l'épaisseur des plaquettes qui est quand même vachement conséquente. Donc là, on voit que l'épaisseur est correcte. En général, sur pas mal de marques maintenant, pour que les gens puissent regarder leur frein visuellement. Un peu comme une rainure dans un pneu en fait. Exactement. Voilà. Après, les durites, du coup, si on est, on va dire, on peut faire d'une pierre deux coups, non? Ouais, bien sûr. Si on regarde les plaquettes, on peut voilà, regarder. C'est ce que je vous disais, on peut regarder durites. effectivement. Parce que sur les motos, malheureusement, les trois quarts des gens oublient qu'effectivement, à cet endroit-là, ils ont tendance soit, comme on a déjà entendu, soit des blocs disques donc, qui pourraient soit endommager le disque ou venir effectivement abîmer l'étrier. Ça m'est déjà arrivé, hein, je te le dis clairement. Oui, je me doute. Et ou soit vraiment des cadenas lambda qu'on puisse mettre pour vraiment tenir la roue. Et là, dans ces cas-là, avec l'impulsion de la moto, ça peut venir soit taper un raccord ou soit effectivement sectionner la durite. Ça peut arriver. J'ai déjà vu. Et aussi, à savoir, les plaquettes de frein sont bien, mais quand on commence à avoir une machine qui est un peu âgée, effectivement, il y a d'autres frais qui peuvent subvenir, donc en l'occurrence les disques. Donc effectivement, normalement, sur les disques de frein, bon là, en l'occurrence, il y a la marque, mais il donne l'épaisseur, vous voyez ici, minime. Ah oui. Et là, donc il donne effectivement les épaisseurs. Là, c'est 3 mm 5. Donc effectivement, en général, quand on commence à avoir une belle collerette et qu'on voit que le milieu, il ne reste plus beaucoup de matière, ça nécessite effectivement le changement du disque. En tout cas, merci Fabien pour ces explications.
Alors moi, ce que je vous propose pour clôturer ce chapitre un petit peu technique, eh bien, c'est de faire un petit retour en arrière. C'était exactement il y a un an. On avait commencé l'année 2021 sur un système de freinage et on vous avait proposé les coulisses de la fabrication des disques de frein. Je vous propose tout de suite de regarder ce petit retour en arrière. Voilà, donc je suis avec David qui est le gestionnaire de production. Alors David, on est là dans le bureau, on va dire c'est là où tout commence, que ce soit les disques de frein ou les couronnes, c'est ici que tout est conçu, c'est ça? Donc, tout à fait, c'est ici que l'on réalise la conception en 3D de nos disques de frein et de nos couronnes de moto. La modélisation, ça prend combien de temps à peu près? Tout dépend également de la complexité de la pièce en fait, c'est surtout ça, et de la taille des caractères de découpe. Bon, Sylvain, David nous a expliqué que c'était vous qui étiez au cœur du système dans la réalisation, avec les cotes notamment. Ouais. Qu'est-ce qui est la partie donc, la plus difficile donc, par rapport à un disque de frein? Alors la partie, c'est pas que c'est difficile, c'est la plus technique. En fait, c'est la prise de cote par rapport à un disque que peut nous envoyer un client d'une vieille moto, par exemple, qui n'arrive plus à trouver le disque de frein qui ne se fait plus. En fait, c'est les entraxes par rapport à voilà. au moyeu, en fait, etc. Ce client veut, par exemple, ce disque de frein à l'identique, mais en neuf. Bon, alors là, je vois que vous nous faites plaisir, entre guillemets, parce que là, on voit une piste de disque personnalisée au nom de l'émission sans concession. Donc là, on va dire, entre le moment où vous avez fini cette modélisation et théoriquement, hein, le moment où le produit fini sort, il faut compter combien de temps? Un mois. Alors David, on a vu que Sylvain donc, travaillait sur l'ordinateur. Il va, comme il l'a dit, envoyer son fichier. Donc l'étape suivante, c'est laquelle? L'étape suivante, c'est la découpe laser. Donc ça se situe ici. Tout à fait. Cette machine, elle a une capacité de production élevée. Comment ça se passe? Très élevé, on est susceptible de pouvoir travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là, on est en train de découper des disques, hein, c'est ça? Les pièces qui ont été modélisées tout à l'heure par Sylvain, en partie en fait, sont programmées dans cette machine pour ainsi être découpées à partir du tôle en inox. D'accord. David, ce que je vois là, c'est visiblement on découpe n'importe quelle taille de disque. Il n'y a pas une production identique, c'est peu importe le disque. Bien sûr, on découpe n'importe quelle taille de disque. Le plus important en fait, c'est qu'on découpe la référence relative à l'épaisseur du disque sur chaque tôle. D'accord. Et au niveau des épaisseurs, justement, les disques, ça varie de combien à combien? De 3,5 mm à 7 mm d'épaisseur. À 7 mm? Tout à fait. Ah oui. Plus le disque est épais, on peut considérer qu'il monte sur une plus grosse cylindrée. D'accord. Okay. Donc 3,5 c'est quoi? C'est les 125 Par exemple, des petits disques de scooter également. D'accord, ok, très bien. Donc là, David, on est devant la machine d'usinage, hein, c'est ça? Tout à fait, sur notre commande numérique associée à un robot. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Donc, on va retrouver notre pièce brute découpe au laser, étant donné qu'on découpe aussi bien des disques de frein que des couronnes sur notre découpe laser. Et sur cette machine, on va réaliser toutes les opérations d'usinage. C'est-à-dire, on va usiner notre alésage, notre diamètre extérieur, le petit chanfrein pour réaliser le taillage des dents, ainsi que toutes les opérations utiles et nécessaires à la conception de la pièce. D'accord. Ah ouais, donc on voit bien la différence là. Hein. Là, on retrouve nos disques de frein. Qu'est-ce qui se passe là? Ils prennent un bain? C'est quoi cette machine? On est sur la partie rectification. On a vu tout à l'heure nos disques qui ont été découpés au laser, qui sont ensuite usinés. Et la dernière opération, en fait, est la rectification. Alors, David, vous me dites rectification. C'est quoi la rectification? Ça consiste en quoi? Ça permet au final de mettre la pièce à épaisseur. D'accord, à l'épaisseur. Et éventuellement de vérifier s'il est... enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais c'est bien plat, c'est ça. Et derrière, on aura un contrôle de planéité et de géométrie, en fait, pour voir que nos pièces respectent scrupuleusement les tolérances. D'accord. Donc ça, par contre, c'est vraiment spécifique au disque de frein. Hein. On a vu tout à l'heure nos couronnes, ça, c'est un traitement qu'elles n'ont pas. Uniquement destiné au disque de frein. Donc David, ici on est au marquage, c'est ça? Marquage laser, précisément. Au marquage laser. Donc là c'est un disque de frein. Ah oui, qui a été marqué effectivement ici, c'est vos petits... Avec nos logos en fait. Ouais. Par contre ça va super vite en fait, parce que là je vois le... C'est quoi? Ça prend 5 secondes, même pas, non? C'est ça à peu près? Tout à fait. Bon ben David, merci beaucoup, c'était très instructif.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau en compagnie d'un nouvel invité, Chyprasson. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation de Pascal, mais là c'était un peu plus facile hein, puisque vous travaillez aussi chez Motul. Pascal, le liquide de frein, c'est un élément, j'allais dire presque primordial, parce que sans le liquide, il n'y a pas de freinage. À quel point c'est technique? Toutes les pièces en mouvement ont besoin à un moment, à force de répéter ce mouvement, de frottement et autres, d'avoir quelque chose entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du lubrifiant. Alors on en parle du lubrifiant par rapport à la motorisation, donc toutes ces pièces en mouvement. Et le lubrifiant frein, c'est exactement les mêmes fonctions. Pour que tout ça, ça puisse fonctionner et puisse s'associer, il faut que des gens travaillent sur la fonctionnalité, la réalisation de lubrifiants pour des machines de série à un certain niveau et des machines de compétition à un certain niveau. Et on fait appel, effectivement, et les gens qui font le nécessaire pour que ces produits se développent aujourd'hui sont des gens comme Chyprasson, qui sont ingénieurs chez nous, donc chez Motul, et qui travaillent sur tous les domaines, hein, auto, moto, que ce soit en endurance, que ce soit sur le Paris-Dakar, que ce soit qui est dans l'actualité en ce moment, et sur toutes les courses, et puis sur toutes les utilisations conventionnelles, traditionnelles, que peuvent être un scooter ou une machine lambda pour se faire plaisir. Alors, Chyprasson, la première question tout à fait candide, qu'est-ce qui fait la qualité et la composition d'un liquide de frein? Alors, le liquide de frein, c'est la composition d'un lubrifiant, mais très particulière et très différente par rapport à une huile moteur, puisqu'on est soumis à des contraintes complètement différentes sur un système de freinage. On parlait des hautes températures qu'on peut voir sur un disque lors d'un freinage très appuyé, d'urgence ou sportif, avec en température peau sur un disque qui est tout rouge, on est dans les 600, 800 degrés, température de l'acier. Derrière, vous avez la plaquette qui appuie, et derrière la plaquette, vous avez le piston, et derrière le piston, vous avez le liquide de frein. Donc, le liquide de frein, par radiation, va subir des températures très élevées, et les liquides de frein, du coup, doivent absolument pouvoir tenir des températures très élevées, 250, 300 degrés et plus, pour pouvoir assurer cette fonction de freinage et d'arrêt du véhicule, quelle que soit l'intensité du freinage. Alors, à côté de vous, il y a pas mal de petits bidons avec différentes inscriptions. C'est les différents types de liquide de frein, c'est ça, qui correspondent à une utilisation particulière? Exactement. Le liquide de frein, c'est un liquide qui est lié à la sécurité et qui est donc soumis à réglementation. On ne peut pas mettre n'importe quoi comme liquide de frein dans son système de freinage. Et le liquide de frein, du coup, doit répondre à des normes DOT, Department of Transportation, donc un bureau automobile américain qui régit ça. Et le gouvernement de chaque pays va vous imposer d'utiliser un fluide liquide de frein qui répond à une de ces normes DOT. Alors ces normes DOT, il y en a 3, grosso modo. DOT 3, qui est l'entrée de gamme en termes de température, point d'ébullition, notamment, le critère de qualité, de performance qu'on regarde. Au-dessus, vous avez DOT 4 et encore au-dessus, DOT 5.1. Donc l'écart entre ces trois normes va se jouer sur la tenue en température, la viscosité à basse température, parce qu'il faut aussi assurer cette propriété quand on circule. Est-ce que justement, comme l'huile moteur, est-ce que quand il fait froid, ça a une interférence sur la qualité du liquide de frein, pardon? Exactement. Si vous considérez un lubrifiant par température arctique, sur un liquide de frein, vous devez avoir une huile fluide, quelle que soit la température. Donc c'est pour ça qu'on va demander cette exigence. Et en termes de température élevée, donc on parle de point d'ébullition sur ces critères de DOT, vous avez deux points d'ébullition à respecter, le point d'ébullition sec et le point d'ébullition humide. C'est ce qu'on mentionne sur nos produits ici. Et cette différence point d'ébullition, sec et humide est très importante puisque point d'ébullition sec, ça correspond à la température d'ébullition du liquide de frein avec 0% d'humidité, c'est-à-dire liquide de frein neuf sorti de la bouteille. Point d'ébullition humide, c'est une mesure qu'on fait en rajoutant 3% d'eau artificiellement dans le liquide de frein pour simuler 2 ans de vieillissement, qui correspond à la durée, tout constructeur moto, auto mondial
c'est l'intervalle de vidange obligatoire. Oui, et donc ça c'est un point important, hein, je pense Pascal, qu'il faut bien préciser aussi à nos téléspectateurs, c'est que autant l'huile moteur, on fait une vidange, ça c'est rentré dans les mœurs, mais le liquide de frein, des étriers et donc des durites, ça aussi il faut y prêter attention et ça change et c'est important de le changer. C'est extrêmement important de le changer parce que c'est lié à la sécurité et c'est d'autant plus lié à la sécurité que les liquides de frein, comme je disais en introduction, sont vraiment différents en termes de technologie par rapport à des huiles moteurs, puisqu'on doit tenir des températures très élevées au freinage. Donc ce n'est pas du tout le même type d'huile moteur qu'on va trouver en termes de liquide de frein. Revers de la médaille du coup de cette technologie de liquide de frein, c'est que vous avez affaire à des fluides dits hygroscopiques, c'est-à-dire qui ont cette fâcheuse tendance à capter toute l'humidité de l'air ambiant. Et c'est ce qui va se passer à travers le trou des vents que vous avez sur tous les bocals de liquide de frein, puisque quand on met en température, il faut bien évacuer cette température. D'où aussi l'importance d'avoir des durites en bon état. Oui, parce également. que ça agit directement La porosité, sur la qualité du liquide et sur la qualité du freinage, Pascal. Tout à fait. Quand on regarde, là on a un étrier de frein d'une moto de course, mais si on se penche sur cette machine qui est une moto d'utilisation quotidienne de tous les jours, il suffit de regarder cette propreté qui est liée aux conditions climatiques. Et je dirais, aujourd'hui on est en plein hiver, vous avez une multitude d'encrassements qui se mettent autour de l'étrier de frein, autour des plaquettes de frein. Donc il faut régulièrement, et là on parle que d'une utilisation quotidienne, lorsque cette moto elle est sale, la première chose que les gens vont faire aujourd'hui, ils vont aller au nettoyeur haute pression et ils vont utiliser des températures excessives de nettoyage où effectivement on va se retrouver non pas avec de l'eau mais avec de la vapeur. Et effectivement ce qui est le plus dangereux pour un système de frein et un système d'étanchéité de frein aujourd'hui, c'est cette vapeur qui va effectivement à un moment dilater toute la partie joint torique, joint d'étanchéité autour des étriers, qui va faire qu'à un moment ça va s'infiltrer. Et si on n'a pas un entretien quotidien des étriers de frein, des disques de frein, de tout ce qui est autour du système de freinage, à un moment, on va finir par l'endommager. Si en plus de ça, on n'intervient pas sur les vidanges qui sont données par le constructeur, on augmente encore plus le système d'insécurité. D'où les explications sur le liquide de frein. Sec et humide. Donc, oui. Voilà. Et oui. Et cette différence, elle est vraiment primordiale et très importante parce que la différence entre le point d'ébullition sec et humide, ça va être une réduction de la température du point d'ébullition de plus de 100 degrés. Donc vous pouvez avoir des très très bons liquides de frein, genre nos RBF pour la compétition, où on annonce effectivement des plus de 300 degrés de température d'ébullition sec et vous tombez à 205 degrés en point d'ébullition humide. Alors évidemment, en racing, on ne fait pas beaucoup de courses sous la pluie. Enfin, quand ça arrive, en tout cas, le liquide de frein ne dure pas 2 ans. Les motos sont entretenues évidemment bien plus précisément et bien plus profondément qu'un véhicule du quotidien, on est d'accord. Et un véhicule du quotidien, lui, par contre, va être soumis à ces problèmes d'humidité. Et ce problème d'humidité, il est très impactant sur le liquide de frein et sur le système de freinage en général, puisque tout le système de freinage est basé sur le fait que le liquide de frein est un fluide incompressible. Ça fait que quand on appuie sur la poignée, vous transmettez la pression à l'autre bout, donc au piston, qui va venir plaquer les plaquettes. Donc là, vous êtes en freinage d'urgence ou sportif en appui très fort. Si vous avez de l'eau dans votre circuit de freinage, enfin dans le liquide de frein, donc 3% d'humidité, 2 ans d'utilisation, l'eau n'est pas un fluide incompressible et donc votre vapeur d'eau va se mettre à bouillir puisque vous êtes en haute température. Vous avez du coup de la bulle d'air et votre air, lui aussi, n'est pas incompressible et du coup, vous allez continuer à avoir de la course sur la poignée, vous allez avoir un freinage spongieux. D'accord. C'est-à-dire que le fluide, on va dire, il représente, on va dire, n'importe 50 cm, admettons. Donc quand il est en bon état, c'est les 50 cm en globalité qui se déplacent. Alors que si on a de l'humidité ou des bulles d'air ou l'eau, au lieu d'avoir 50 cm, on n'a plus que 47 ou 45.
C'est des valeurs juste pour schématiser. Et donc là, forcément, vous perdez 5 cm. Et donc là, c'est ce qu'on dit, la poignée spongieuse, etc. D'où un manque de freinage évident. On est d'accord? Oui, tout à fait. Et vous pouvez même rajouter, c'est que si vous touchez, pas le disque de frein, mais si vous vous approchez, après avoir utilisé votre deux roues, votre main, vous la laissez descendre le long de la durite près de l'étrier, vous allez percevoir que la température est très importante dans le bas. Et plus vous allez aller vers le guidon, et plus vous allez percevoir qu'effectivement la température est moins importante donc au guidon. Donc il y a des différences de température même sur ces quelques centimètres, plus les utilisations qui sont intensives. Sur un deux roues, c'est intensif. L'utilisation d'une voiture, passez la première, la seconde, la troisième, boîte automatique, ça roule tout seul. Souvent, une moto, vous passez la première, vous accélérez beaucoup plus fort, vous vous déplacez beaucoup plus fort, mais vous freinez beaucoup plus tard et de manière un peu plus forte. Donc les freins sont sollicités de manière quotidienne. Je vais vous embêter tous les deux. C'est quoi le produit le plus technique, le liquide de frein ou l'huile moteur, finalement, par rapport aux contraintes que vous avez tous les deux? C'est ni l'un ni l'autre, puisqu'on est affaire à deux domaines complètement différents. Il y a notamment, par exemple, sur un circuit de freinage, il n'y a pas de combustion à affronter, ce qui n'est pas le cas de l'huile moteur. Donc tout ça fait qu'on a vraiment deux familles, deux catégories de fluides complètement différents. Alors, vas-y. Il faut peut-être préciser, ils ont un ennemi commun, l'eau. Oui, l'eau. Oui, quand l'eau passe dans le moteur, généralement, c'est que c'est pas très... Même si c'est un refroidissement liquide, mais quand l'huile et l'eau se mélangent, c'est pas bon. Hein. L'expression faire de la mayonnaise. Dernière question par rapport aux références et aux valeurs. Est-ce que si je mets par exemple, moi, ma moto, elle fonctionne avec du DOT3 ou 4. Si je mets le dernier liquide de frein, le 700, la compétition, est-ce que je vais gagner en freinage? Ou est-ce que, et à l'inverse, qui peut le plus, peut le moins? Et est-ce que si je mets du DOT3 dans ma super sportive, est-ce que là, je vais perdre? En pure qualité de freinage, oui, vous allez gagner. Après, on ne peut pas foncièrement tout mélanger non plus, puisque en plus de ces trois catégories de DOT, donc DOT3, DOT4 et DOT5.1, vous avez d'autres catégories de liquides de frein qui sont le DOT5 tout court, et les liquides de frein dits minéral, genre LHEP, liquide hydraulique minéral, où ces deux autres catégories donc, ne sont absolument pas miscibles avec aucun de ceux-là. D'accord. Donc il faut bien faire attention, d'où l'importance de bien respecter… la recommandation du constructeur. Voilà. Ouais. Voilà, d'accord. Alors, en ce qui concerne nos produits pour le système de freinage, chez Motul, on n'a que des liquides de frein compatibles entre eux, puisqu'on n'a pas de LHM pour les liquides de frein et on n'a pas de DOT5 non plus. Alors DOT5 qui sont sur base silicone, donc c'est vraiment une autre catégorie de liquide de frein. Et en ce qui concerne tous nos produits ici, évidemment le DOT3 et 4, il est DOT3 et 4. Le DOT5.1, il est DOT5.1, donc compatible également. DOT5.1, viscosité très basse à basse température, ce qui permet d'être très efficace sur un système ABS. C'est un liquide de frein en fait plus réactif à basse température. Et nos RBF, alors il y en a 3, mais on n'en a que 2 ici en démonstration. Nos 2 RBF, enfin nos 3 RBF en tout, eux répondent également à la norme DOT4, en plus d'être des produits Racing, donc ils sont utilisables aussi dans la vie de tous les jours. Et comme ils sont DOT4, eh ben, ils sont interchangeables avec les autres. Au niveau des liquides, c'est pareil, il y a de la déclinaison entre ce qui se passe en voiture et à moto. Qui partage les données, les échanges d'informations vont dans quelle direction? Les échanges d'informations finissent tous au département R&D de Motul. Et nos liquides de frein sont clairement développés pour les deux applications. Il y a vraiment un liquide de frein spécifique voiture et un liquide spécifique moto, non? Non, chez nous, on a combiné toute application, enfin les plus sévères, donc auto et moto, dans le même produit. Vous imaginez bien que un liquide de frein sur une course d'endurance moto, comme les 24 heures du Mans ou même le Bol d'Or, on ne change pas le liquide de frein pendant la course. Mais imaginez dans une voiture aux 24 heures du Mans, le liquide de frein, la puissance quand vous prenez la ligne droite des Inaudières au Mans, regardez le poids de cette voiture et de cette puissance quand elle arrive dans ses freinages, comme ils sont forts, et on ne change pas le liquide de frein.
Donc, et pour qu'une bonne plaquette de frein se rapproche le mieux possible de son disque de frein pour être bien freiné, ça ne peut se faire qu'avec un lubrifiant. Et donc on est obligé aujourd'hui dans la compétition d'avoir des lubrifiants qui soient plus que performants, donc au-delà des normes conventionnelles, pour pouvoir résister à de telles agressivités que peuvent être les freinages tels qu'ils sont donnés par une voiture de course ou une moto de course. Mais effectivement aujourd'hui, sur une... j'ai l'impression de préciser les produits silicone base, il pourrait en parler un petit peu, mais il y a, les États-Unis ont pendant de nombreuses années utilisé dans leurs machines, donc de leurs constructeurs favoris, des produits silicone base. Donc les DOT5, donc les silicones base, on les reconnaissait, étaient un petit peu violets, ils étaient un peu d'une couleur un peu différente. Mais là, dans la précision, c'est l'incompatibilité d'utiliser ce type de produit dans un système de frein conventionnel aujourd'hui qui doit équiper les 98 ou 99% des constructeurs et des fabricants de motos au monde. Donc, alors qu'à une certaine époque, on avait des fabricants américains qui avaient des produits 100% silicone. Pour utiliser les produits comme ça, il faudrait changer tout le système d'étanchéité, tous les joints, il faudrait refaire complètement le système. Donc c'est faire très attention quelquefois aux idées un peu arrêtées. Avant c'était mieux, ou je pense que c'était bien, et silicone 100% synthèse, les gens mélangent un peu le mot 100% synthèse avec silicone, ça freine mieux, oui, c'est pas sûr. Pas certain, quoi. D'où le R&D. On est d'accord? Bon. En tout cas, merci Shiprasong. Merci Pascal pour le sujet de l'émission. C'était passionnant. On a appris plein de choses. Je ne pensais pas que le liquide de frein était aussi technique. Voilà. J'espère que nos téléspectateurs, en tout cas, j'espère que ça vous a plu comme émission, que vous avez apprécié. Eh bien, c'est l'heure de se séparer, malheureusement. Il faut bien une fin. On vous souhaite encore une fois une bonne année. Et puis, à très vite pour un nouveau numéro de Sans Concession.